Fabien est entré dans le restaurant avec Tatiana accrochée à son bras, riant fort, pas une once de gêne sur le visage. Il ne savait pas que cette soirée allait détruire tout ce qu'il avait mis des années à construire, et que la personne responsable de tout ça était assise à l'intérieur, lui souriant. Quelle surprise! Fabien s'est arrêté au milieu du couloir. Le serveur a reculé d'un pas. Tatiana a serré son bras, sans comprendre. Tout au fond, à une table d'angle avec une lumière tamisée et des verres de vin déjà à moitié vides, Lucie était assise entre Gilles et Serge, les deux plus gros associés de l'entreprise de Fabien. Elle portait un blazer gris, les cheveux attachés, une posture de quelqu'un qui n'avait rien à prouver à personne. Elle riait de quelque chose que Gilles avait dit, détendue, parfaitement en contrôle. « Qui est cette femme ?» a chuchoté Tatiana. Fabien n'a pas répondu. Il connaissait cette posture, cette façon d'incliner la tête quand elle était en train de gagner une conversation. Il avait passé des années aux côtés de cette femme sans jamais vraiment la reconnaître. Gilles a levé les yeux, a vu Fabien immobile dans le couloir et lui a fait signe naturellement. « Fabien, viens t'asseoir, Lucie nous racontait justement le projet. Quelle femme intelligente tu as là !» 3 employés du restaurant se sont figés. Un verre heurtait le comptoir. Tatiana a lâché le bras de Fabien lentement. « Quel projet ?» Sa voix est sortie différente, plus aiguë, sans son poids habituel. Lucie a tourné la tête avec calme. Elle l'a regardé. Puis, elle a regardé Tatiana, de la tête aux pieds, sans se presser, sans colère, et elle a souri de cette façon qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Ce sourire qui disait qu'elle savait tout, qu'elle planifiait depuis longtemps et qu'elle n'avait peur de rien du tout. Mais de Fabien. Elle a dit son nom comme une déclaration. Pas une question, pas une surprise. Une déclaration. Serge a tiré une chaise. « Assieds-toi, Fabien. On a beaucoup de choses à se dire. » Et c'est là que Fabien a compris. La femme qu'il traitait de simple, de naïve, d'invisible, était assise au centre du dîner le plus important de l'histoire de son entreprise, avec les documents dans son sac, avec les associés à ses côtés, et avec un sourire qu'il n'oublierait jamais. Comment quelqu'un qui avait passé des années à être effacé avait pu arriver jusque-là sans qu'il ne voie rien? Le sourire de Lucie s'est figé pendant une demi-seconde quand ses yeux ont croisé ceux de Fabien. Juste une demi-seconde, mais ça a suffi pour que tout revienne. Ce costume qu'il portait, l'odeur du restaurant, la musique douce. C'était presque comme cette nuit-là, des années plus tôt, quand il était rentré à la maison avec cet air de maître du monde. « Tu exagères, Lucie, arrête ça. » Elle avait le téléphone à la main. L'écran tourné vers lui. Les messages étaient là, ouverts, sans possibilité de nier. Des photos, des audios, des conversations qui duraient depuis des mois. Fabien n'a même pas détourné le regard. « Tu es allé fouiller dans mon téléphone. » « Fabien, c'est une atteinte à ma vie privée. » Il a posé ses clés sur le plan de travail et est allé droit vers le frigo, tranquille, comme si elle se plaignait de la météo. Lucie est restée immobile au milieu de la cuisine, les mains qui tremblaient, essayant de comprendre comment un homme pouvait regarder la preuve de sa propre trahison et trouver encore un moyen de faire porter la faute à l'autre. Mais ce n'était pas que cette nuit-là. Le souvenir a tiré plus loin. Il y avait eu un après-midi, environ 4 ans avant ça. Elle se souvenait de la lumière qui entrait par la fenêtre du bureau où elle travaillait, une proposition sur la table, son chef qui lui disait qu'elle avait été choisie pour diriger un nouveau projet. Important, le genre de choses qui changent une carrière. Elle était rentrée à la maison pleine d'entrain. Fabien l'avait serrée dans ses bras, embrassée sur le front, et lui avait dit « Mais du coup, tu vas devoir voyager beaucoup. On est en train de construire quelque chose ici. Tu es sûr de vouloir laisser tomber ça maintenant ?» Elle a refusé la proposition le lendemain. Ce n'était pas de la pression. C'était un murmure. Il était doué pour ça. Pour faire croire que ses choix à elle venaient toujours d'elle. Et puis le dernier flash est venu.
La nuit où elle l'avait confronté pour de vrai, sans trembler, sans pleurer. Elle avait montré les comptes, les relevés, l'argent qui disparaissait. Elle avait dit d'une voix ferme qu'elle n'allait pas accepter ça. Fabien avait ri, pas méchamment, par mépris. « Qu'est-ce que tu vas faire, Lucie? T'as pas de boulot, pas de revenus, rien qui ne vienne pas de moi. Reste tranquille. » Elle n'a pas répondu cette nuit-là. Mais quelque chose à l'intérieur d'elle a basculé. Pas avec du bruit, sans cri, sans porte claquée. Ça a juste basculé, comme un interrupteur, et ça n'est jamais revenu. Lucie, la voix de Gilles l'a ramenée. Elle a cligné des yeux. La table du dîner, le vin, les associés. Fabien immobile dans le couloir avec Tatiana un pas derrière, les deux ayant l'air plus petits que quand ils étaient entrés. Elle a inspiré profondément par le nez, a rajusté son blazer et a ramené son regard vers Gilles avec le même sourire qu'avant. « Désolé, je réfléchissais à comment présenter les chiffres. » Elle a ouvert le dossier sur la table. « Je peux continuer ?» 3 mois avant cette soirée au restaurant, Lucie était assise dans une salle d'attente avec son CV imprimé à la main. Ce n'était pas n'importe quelle salle, c'était celle du groupe Méridiane, l'une des plus grandes sociétés de gestion financière de Paris. Elle y avait travaillé avant de rencontrer Fabien. Elle en était partie en bons termes. Elle pensait avoir laissé la porte ouverte, ou du moins elle le croyait. La réceptionniste est revenue avec un sourire un peu trop poli. La responsable vous remercie pour votre démarche, mais nous n'avons pas de poste correspondant à votre profil pour le moment. Lucie a plié son CV avec soin. Je pourrais lui parler 2 minutes? On se connaît. Elle m'a dit qu'elle était en réunion toute la journée. Elle est sortie, a marché jusqu'au parking et restée à côté de la voiture pendant 2 bonnes minutes sans ouvrir la portière. Ce n'était pas la première fois. C'était la 4e ce mois-là. La semaine précédente, elle avait tenté un cabinet plus petit. Le patron était une connaissance de longue date. Ils avaient étudié ensemble. Il a décroché, a reconnu sa voix, était content pendant une 30aine de secondes. Puis elle a mentionné le nom de famille, Fabien Morel. Et le ton a changé. « Écoute Lucie, c'est pas un bon moment pour nous ici. Tu comprends, hein ?» Elle comprenait. Fabien était passé avant elle. Leur milieu était petit, tout le monde se connaissait. Et Fabien, ces derniers mois, avait beaucoup circulé. Déjeuners, événements, conversations dans les couloirs. Pas besoin de dire les choses directement. Il suffisait d'un commentaire par-ci, d'un sourcil levé par-là, et le mal était fait. Lucie l'avait découvert quand une ancienne collègue l'avait croisé dans un café et lui avait dit tout bas, presque gêné, « J'ai entendu dire que tu avais des problèmes émotionnels sérieux. » C'est lui qui a raconté ça. Elle s'est adossée à sa chaise pour ne pas tomber. Problèmes émotionnels. C'est comme ça qu'il l'a présenté au marché. Pas comme une ancienne employée compétente. Comme quelqu'un d'instable. Comme un risque. Comme quelqu'un qu'on regarde avec pitié, mais qu'on n'embauche pas. Elle est rentrée chez elle cet après-midi-là et a ouvert son ordinateur. Elle a fait une liste. Tous les contacts qu'elle avait essayés. Toutes les portes fermées. Elle a mis à côté le nom de Fabien et une flèche pointant vers chacune d'elles. La liste comptait 11 noms, 11 portes, 11 noms. Elle a fermé l'ordinateur, est allée à la fenêtre et a regardé la rue en bas. Le mouvement des gens, les voitures, la vie qui continuait sans s'arrêter. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste regardé et pensé qu'il devait bien y avoir une brèche quelque part. Il fallait qu'il y en ait une. La brèche est apparue, mais pas de la façon qu'elle imaginait. Lucie avait pris rendez-vous avec un cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail pour comprendre ses droits dans le divorce. Elle est arrivée à l'heure, s'est assise devant l'avocat, a commencé à expliquer la situation. L'homme a écouté pendant une 10aine de minutes. Puis il a ouvert un tiroir, en a sorti une enveloppe et l'a posée sur le bureau. « Vous êtes Lucie Marchetti ?»« Oui. Cette enveloppe est arrivée pour moi hier. » Il l'a poussée vers elle. « C'est une notification extrajudiciaire, envoyée par l'avocat de votre mari. » Elle a ouvert lentement, a lu, a relu.
C'était une lettre informant que tout cabinet qui la défendrait dans une procédure contre Fabien Morel serait inclus dans une plainte pour ingérence commerciale. Le langage était technique, mais le message était simple. Celui qui l'aide le regrettera. Je ne peux pas prendre votre dossier. L'avocat a parlé à voix basse. Je suis désolé. Vous êtes en train de me dire qu'il a notifié des cabinets avant même que je n'engage quoi que ce soit? On dirait bien. Elle est sortie avec l'enveloppe à la main. Elle est restée dans la voiture pendant 20 minutes. Elle a relu la lettre 3 fois de plus. Elle a cherché des failles, des incohérences, n'importe quoi qui ressemblerait à une faiblesse. Elle n'a rien trouvé. Elle a appelé 2 autres cabinets cet après-midi-là. Le premier n'a pas répondu. Le second a entendu son nom et a raccroché avant qu'elle finisse sa phrase. Le soir, Fabien est apparu à la maison sans prévenir. Il avait encore les clés. Il est entré, a jeté sa veste sur le canapé et est allé directement à la cuisine boire de l'eau, comme si la maison était encore la sienne, parce que sur le papier, elle l'était encore. J'ai su que tu cherchais un avocat. Il s'est adossé à l'évier. Je t'ai déjà dit que t'as pas besoin de ça. On fait un accord. Tu t'en sors bien, sans scandale. Quel genre d'accord? Il a ouvert un sourire, un raisonnable. Tu signes, je garantis 2 ans de pension et tu continues ta vie. Et l'entreprise? L'entreprise n'est pas à toi, Lucie. Elle ne l'a jamais été. Elle l'a regardé. Ce sourire. La façon dont il restait adossé comme quelqu'un qui a déjà gagné avant même que la partie commence. « Je vais réfléchir », a-t-elle dit. « Ne prends pas trop ton temps. » Il a pris sa veste. « Plus tu attends, moins l'offre sera intéressante. » Il a ouvert la porte. Il s'est arrêté. « Et arrête d'appeler dans le milieu. Tu mets les gens mal à l'aise. » La porte s'est fermée. Lucie est restée immobile dans la cuisine, au même endroit où il s'était tenu. Elle a regardé ses mains. Elles étaient calmes. Pas de tremblement. Et ça l'a un peu effrayée, parce que quand les mains arrêtent de trembler, c'est que quelque chose à l'intérieur a déjà pris une décision que la tête ne connaît pas encore. Elle est allée dans la chambre, a ouvert le placard, et est restée à regarder les vêtements pendant un temps qui n'avait pas de sens. Il y avait un chemisier rouge tout au fond, acheté avant le mariage, avant Fabien. Elle le mettait quand elle avait besoin d'entrer dans une pièce et de faire en sorte que les gens l'écoutent, quand elle était encore la Lucie qui ne demandait pas la permission d'exister. Elle a sorti le chemisier du cintre, l'a tenu à 2 mains, et c'est là que le doute est venu. Pas comme une pensée organisée, comme cette voix basse que tout le monde connaît, qui ne crie pas, qui murmure juste au moment où on a le plus besoin de silence. Et s'il avait raison, ça faisait 6 ans qu'elle n'avait pas vraiment travaillé, 6 ans hors du marché. Le monde avait changé, les outils avaient changé, les contacts s'étaient refroidis. Peut-être qu'elle n'avait plus ce qu'il fallait pour rivaliser avec quelqu'un qui était encore dans la partie. Elle est allée dans la salle de bain, a ouvert le robinet d'eau froide et a mis ses mains sous l'eau. Elle a pensé à la proposition qu'elle avait refusée des années plus tôt, au projet qui aurait changé sa trajectoire, à toutes les versions de sa propre vie qu'elle avait enterrées en silence, pour être la femme parfaite d'un homme qui la détruisait avec la même tranquillité que quelqu'un qui boit son café. Et si je sors de ça avec rien? Parce que c'était ça l'enjeu. L'offre de Fabien était humiliante, mais elle était sûre. 2 ans de pension. Un appartement plus petit, une vie sans exposition, sans procédure, sans risque, sans la chance réelle de perdre publiquement ce qu'elle avait encore. Elle a fermé le robinet, s'est regardée dans le miroir pendant un long moment. Elle est revenue dans la chambre, a pris son téléphone, a ouvert le contact de l'avocat que Fabien avait recommandé des mois plus tôt pour faciliter les choses. Elle est restée le doigt au-dessus du nom pendant presque 1 minute entière. Elle a composé le numéro, a laissé sonner 2 fois, a raccroché. Elle n'y arrivait pas. Pas parce qu'elle était sûre de gagner,
mais parce qu'il y avait une chose que les lettres, les portes fermées et ce sourire dans la cuisine n'avaient pas réussi à effacer. Elle savait qui elle était avant lui, et cette personne-là n'aurait jamais rien signé par peur. Elle a pris le bloc-notes sur la table de nuit, a écrit un nom au centre de la feuille, Maître Antoine Delacroix, avocat en droit des sociétés. Ils avaient travaillé ensemble une fois, des années plus tôt, avant le mariage. Un homme sérieux, discret, qui n'avait rien à voir avec le cercle de Fabien. C'était peut-être la seule porte où Fabien n'était pas encore passé avant elle. Elle a entouré le nom, une fois, et elle est allée se coucher. 2 semaines avant que Lucie n'écrive le nom de Maître Delacroix sur le bloc-notes, Fabien avait donné une fête. Ce n'était pas une fête pour elle. C'était pour l'anniversaire d'un de ses associés, dans une salle louée dans le 16e arrondissement, avec open bar, musique live et environ 80 personnes qui faisaient partie du même petit monde d'affaires et d'apparence. Lucie y est allée parce qu'elle était encore la femme. Sur le papier, sur l'alliance, par obligation sociale. Elle est arrivée seule. Fabien était déjà là quand elle est entrée, et Tatiana aussi, pas à ses côtés, pas encore. Mais Lucie l'a reconnue de loin. Elle avait vu son nom dans les messages, elle l'avait cherché sur Instagram comme toute femme trompée le fait, elle avait mémorisé son visage sans le vouloir. 26 ans, cheveux longs, robe moulante. Elle était dans un coin avec un groupe de femmes plus jeunes, riant de quelque chose sur leur téléphone. Lucie a pris un verre, s'est mise près du mur et a décidé qu'elle tiendrait 2 heures avant de partir. Fabien est venu vers elle une vingtaine de minutes plus tard. Il a amené 2 hommes qu'elle ne connaissait pas. Voilà les nouveaux associés dont je t'ai parlé. Il a fait le geste large de quelqu'un qui présente avec fierté. Et voici Lucie. Pas ma femme, juste Lucie. Un des hommes a tendu la main. Enchanté. Vous travaillez dans quoi? Un silence d'une demi-seconde. Fabien ne l'a pas comblé. Je m'occupe de la maison, a-t-elle dit, et elle a entendu à quel point ça sonnait vide à voix haute. L'homme a hoché la tête de cette façon polie, qui signifie qu'il avait déjà cessé de prêter attention. Les 3 sont retournés à leur conversation. Elle est restée à côté, le verre à la main, invisible. 2 femmes près d'elle ont échangé un regard rapide. Un de ces regards qui disent tout sans un mot. 1 heure plus tard, Fabien était de l'autre côté de la salle avec Tatiana. Pas caché, au milieu des gens buvant, riant, la main dans le dos de Tatiana, dans une posture qui ne laissait aucun doute sur ce que c'était. Certaines personnes ont vu et ont détourné le regard. D'autres ont regardé Lucie avec ce mélange de curiosité et de pitié qui est presque pire que la trahison elle-même. Une femme qu'elle connaissait d'autres événements est venue vers elle avec l'expression de quelqu'un qui va rendre service. « Ça va ?»« Très bien », a répondu Lucie sans ciller. La femme a fait un sourire gêné et est repartie vite. Fabien a dansé avec Tatiana, devant tout le monde. La musique était lente. Il a mis sa main sur sa taille avec une familiarité qui prenait des mois à construire. Les gens ont cessé de parler. Certains ont pris des photos discrètes. Personne n'a rien dit. Lucie a posé son verre sur le comptoir, a pris son sac et est partie. Personne ne l'a retenue. Personne n'est allé après elle. La semaine suivante, le groupe WhatsApp qu'elles avaient, les femmes et compagnes du même cercle, a commencé à la refroidir petit à petit. Pas d'un coup. Lentement. Les réponses de ces messages prenaient plus de temps. Les invitations à déjeuner ont cessé d'arriver. Quand elle demandait pour un événement, la réponse était courte, sans détail. L'une d'elles, Priscille, avec qui Lucie avait déjeuné tous les mois pendant 2 ans, a envoyé un message direct un jeudi matin. « Lucie, je dois être honnête. Il y a un bruit qui court comme quoi tu aurais des problèmes émotionnels sérieux, que tu ne vas pas bien. Fabien a dit que tu avais fait une scène pas possible la semaine dernière. Les filles ne savent pas comment réagir. » Lucie est restée à regarder le message pendant un long moment. « Quelle scène, Priscille ?»« Je ne sais pas les détails. Il a dit que tu avais cassé des trucs à la maison,
que tu étais instable. Je ne dis pas que c'est vrai. Je te préviens de ce qui circule. » Elle n'avait rien cassé. Elle avait à peine élevé la voix. Mais l'histoire était lancée. Et une histoire lancée ne revient pas. Elle a essayé d'appeler Priscille. Ça a sonné dans le vide. Elle a envoyé un message aux deux autres, avec qui elle était plus proche. L'une a laissé en vue. L'autre a répondu par un cœur émoji qui ne disait rien. 3 jours plus tard, Fabien est apparu à l'inauguration d'une galerie d'art qu'un ami commun avait organisée. Lucie avait aussi été invitée, de son propre chef, par le propriétaire de la galerie lui-même. Elle y est allée. Elle est arrivée 40 minutes après le début, bien habillée, la tête haute. Fabien était au centre de l'espace, avec Tatiana et un groupe de personnes. Quand il l'a vue entrer, il a croisé les bras et attendu. Elle est allée voir le propriétaire de la galerie, l'a salué, a commencé à discuter. Pendant une quinzaine de minutes, ça a marché. Elle allait bien, elle avait l'air bien, elle arrivait à sourire sans forcer. Puis Fabien s'est approché. « Quelle surprise, Lucie! Je ne savais pas que tu venais. J'ai été invité. » Bien sûr. Il a parlé assez fort pour que quelques personnes l'entendent. « Tu vas bien? J'ai appris que tu ne dormais plus très bien. » Elle a senti le sol ferme sous ses pieds. Elle a respiré. « Je vais très bien. Je vais très... » « Tant mieux. » Il a incliné la tête. « Parce que tu as l'air fatigué. Je ne dis pas ça pour t'offenser, je dis ça par inquiétude, vraiment. » 2 personnes du groupe l'ont regardé. « Fabien. » Sa voix est sortie ferme. « Arrête. » »« Arrêtez quoi? Je m'inquiète pour ma femme. »« Tu ne t'inquiètes de rien. Arrête de faire ça devant les gens. » Il a ouvert les bras dans un geste de quelqu'un qui se fait attaquer sans raison. « Je discute, c'est tout. » Quelqu'un dans le groupe a ri doucement, discrètement, mais Lucie l'a entendu. Pendant exactement 30 secondes, elle a tenu. Elle est restée droite, dans les yeux, sans détourner le regard. On aurait dit que ça allait marcher. On aurait dit que sa fermeté suffirait à faire taire tout ça. Puis Tatiana est arrivée à côté de Fabien. Elle a posé son bras sur le sien, naturelle, possessive, sans demander la permission. Et Fabien n'a pas retiré son bras. Il est resté là, avec sa maîtresse à ses côtés, regardant Lucie avec ce sourire patient de quelqu'un qui sait qu'il a gagné. « On pourrait discuter du divorce un autre jour, Lucie. Calme-toi, sans pression. » Il parlait comme s'il rendait service. « Tu mérites aussi d'avancer. » Le propriétaire de la galerie s'est éloigné, mal à l'aise. Le groupe s'est dispersé lentement. Personne n'a rien dit. Personne n'a pris son parti. C'était un lundi, 3 jours après ça. Lucie avait trouvé un travail temporaire dans une petite entreprise d'événementiel, juste pour avoir un peu de revenus pendant que le divorce n'était pas finalisé. Rien de grand. Accueil, soutien administratif. Mais c'était à elle. À 11 heures du matin, la porte du bureau s'est ouverte. Fabien est entré avec une enveloppe à la main et Tatiana dehors, visible par la vitre, attendant dans le couloir avec son sac à l'épaule et l'air de quelqu'un qui était venu se promener. La salle comptait 4 autres personnes. Toutes se sont figées. Il a jeté l'enveloppe sur son bureau. Requête en divorce, déjà enregistrée. Lucie n'a pas pris l'enveloppe. Elle n'a pas détourné le regard. Tu aurais pu l'envoyer par ton avocat. Sa voix était basse. J'ai préféré remettre en main propre. Il a souri. Signe vite, Lucie. Plus tôt tu acceptes, plus simple ce sera pour tout le monde. Il est sorti, a traversé le couloir et passé devant Tatiana, et ils sont repartis ensemble sans se presser. Lucie est restée immobile avec l'enveloppe devant elle. Les 4 personnes dans la salle faisaient semblant de regarder leur ordinateur. Personne n'a rien dit. Personne ne s'est levé. Personne n'est venu vers elle. Le silence a duré 30 secondes qui ont semblé durer 30 minutes. Elle a pris l'enveloppe, l'a mise dans son sac, a fermé la fermeture éclair calmement, et elle est restée à regarder l'écran de l'ordinateur sans rien voir. Elle seule,
Et le poids de tout ça, seule. Elle est restée au travail jusqu'à 18 heures. Elle a fait tout ce qu'il fallait faire. Répondu aux emails, organisé un tableur, répondu au téléphone 2 fois. Personne dans la salle n'a abordé le sujet. Personne n'a demandé si elle allait bien. Quand elle est sortie, elle est rentrée directement sans s'arrêter nulle part. L'appartement était comme elle l'avait laissé le matin. Un verre dans l'évier, la fenêtre entr'ouverte, son sac qu'elle avait jeté sur le canapé en rentrant. Elle n'a pas allumé la lumière du couloir. Elle est restée dans la pénombre du salon un moment, debout, le sac encore à l'épaule. Elle a sorti l'enveloppe. Elle s'est assise par terre, adossée au canapé, et elle l'a ouverte. Elle a lu chaque page lentement. Certains passages étaient marqués au stylo rouge, probablement par son avocat. Des clauses de renonciation au patrimoine. Un délai court pour répondre. Une pension de 2 ans, d'un montant inférieur à ce que n'importe quel juge aurait considéré comme raisonnable. Et une ligne, presque à la fin, qui disait qu'elle reconnaissait ne pas avoir contribué à la formation du patrimoine du couple. Elle a relu cette ligne 3 fois. Ne pas avoir contribué. 6 ans. 6 ans à renoncer à sa carrière, à ses projets, à son identité, à tout ce qu'elle était avant lui. Pour s'occuper de la maison, pour apparaître à ces événements avec la bonne tenue et le bon sourire, pour être la femme discrète qui ne dérangeait pas et n'exigeait rien. Et maintenant, c'était écrit sur un papier, dans un langage juridique froid, qu'elle n'avait contribué à rien. Elle a plié les feuilles, les a remises dans l'enveloppe. Elle est restée à regarder l'enveloppe longtemps, posée sur ses genoux, les mains à plat sur le papier. Signer était facile. C'était le chemin sans friction, sans exposition, sans risque de perdre publiquement. 2 ans de pension et disparaître. Recommencer en silence, lentement, loin de tout ça. Elle s'est levée, est allée dans la chambre, a ouvert le placard. Le chemisier rouge était toujours là. Cette fois, elle n'est pas restée à regarder de loin. Elle l'a sorti du cintre, l'a plié avec soin et l'a posé sur le lit. Elle est restée là, au bord du lit, avec le chemisier devant elle. Elle s'est souvenue de la première fois qu'elle avait porté ce chemisier au travail. Elle avait 24 ans. C'était la plus jeune de l'équipe, et on l'avait appelée pour présenter un projet que personne n'attendait qu'elle finisse avant la date limite. Elle était entrée dans la salle avec le chemisier rouge et le cœur serré, mais la voix ferme. Le directeur avait applaudi quand elle avait terminé. Fabien n'avait jamais vu cette version d'elle. Il l'avait connue après, quand elle était déjà plus calme, plus modelée par le temps et les choix. Mais cette femme existait encore, quelque part. Il fallait qu'elle existe. Elle a pris son téléphone, a ouvert les vieilles photos, a défilé jusqu'à trouver ce qu'elle cherchait, une photo d'un événement professionnel, des années plus tôt. Elle en blazer, souriante, un badge autour du cou et un trophée à la main. Prix de la meilleure analyste du trimestre. Elle a regardé la photo un moment, elle a fermé le téléphone, est allée vers le tiroir du bureau et a commencé à fouiller. Stylos, vieux papier, reçus, un chargeur dont elle ne savait pas d'où il venait. Elle a tout sorti avec soin, empilant sur la table. Au fond du tiroir, dans une fine pochette en plastique transparent, il y avait des documents du début du mariage, des contrats pour un bien immobilier qu'ils avaient acheté ensemble la 2e année, un accord de participation sociale qu'elle avait signé comme garante quand Fabien avait ouvert l'entreprise. Elle a ouvert le contrat, a lu, a relu. Son nom figurait dans la clause de constitution comme associé minoritaire, 2,5%. Fabien lui avait demandé de signer à l'époque comme formalité, disait que c'était juste pour faciliter les choses avec la banque. Elle avait signé sans bien comprendre, en confiance. En confiance. 2,5% d'une entreprise qui valait aujourd'hui ce qu'elle valait, c'était bien plus que 2 ans de pension ridicule. Et si ce contrat valait encore quelque chose, elle avait besoin de quelqu'un qui sache dire combien. Elle est allée au bloc-notes. Le nom était toujours là, entouré depuis la veille. Ah, Maître Antoine Delacroix. Elle a tapé le nom sur Google. Le cabinet existait toujours. Téléphone à jour, adresse dans le centre. Un site simple, discret, sans chichi.
Elle a enregistré le numéro. Elle n'a pas appelé tout de suite. Il était tard. Mais elle a mis le réveil à 6h30 du matin. Assez tôt pour appeler avant que quoi que ce soit d'autre n'arrive. Elle s'est allongée et restée les yeux ouverts au plafond un moment. Cette fois, ses mains ne tremblaient pas. Le téléphone a sonné 4 fois avant qu'il ne réponde. Antoine Delacroix. La voix était grave, directe, sans détour. Maître Delacroix, bonjour. Je m'appelle Lucie Marchetti. Nous avons travaillé ensemble une fois, il y a environ 7 ans. J'étais analyste au cabinet Verona quand vous étiez leur conseiller juridique. Une courte pause. Lucie Ferreira? Elle a fermé les yeux une seconde. Il se souvenait de son nom de jeune fille, pas de son nom d'épouse. Oui, je me souviens, vous avez disparu du marché. Je sais, elle a inspiré profondément. J'ai besoin d'1 heure avec vous. Ce serait possible aujourd'hui? Le cabinet de Maître Delacroix se trouvait dans un vieil immeuble du centre, un de ceux avec un sol en granit et un ascenseur à porte en fer, une petite pièce, une bibliothèque pleine de livres au dos décoloré, un bureau en bois sombre avec 2 chaises de l'autre côté, pas de décoration, pas de diplôme encadré au mur, juste du travail. Il a tout écouté sans l'interrompre. Lucie a parlé pendant près de 40 minutes. Elle a apporté le contrat de constitution de l'entreprise, la requête en divorce, les relevés qu'elle avait réussi à rassembler, une liste des contacts bloqués. Elle a tout posé sur le bureau dans l'ordre où elle en parlait. Quand elle a fini, il est resté silencieux une vingtaine de secondes, feuilletant les pages lentement. « Saviez-vous ce que vous signiez quand vous êtes devenu associé ? » Pas complètement. Il m'a dit que c'était une formalité. Ce n'est pas une formalité. Antoine a posé le contrat sur le bureau et a pointé la clause. 2,5% de participation sociale enregistrée chez le notaire, avec droit à l'information et droit de vote sur les décisions stratégiques. Vous êtes une véritable associée, Lucie, avec des droits réels. Elle a regardé le contrat, sa propre signature au bas de la page. Et ça vaut combien? Il a entrelacé ses doigts sur le bureau. Ça dépend de ce que vaut l'entreprise aujourd'hui. Vous avez accès à un bilan récent? Pas directement. Mais j'ai trouvé un relevé d'un compte commun qu'on avait les premières années. Il y a de gros mouvements, et j'ai entendu par une connaissance que l'entreprise a signé 2 gros contrats l'année dernière. J'ai besoin de plus que ça pour travailler. Il s'est levé, est allé à la bibliothèque, a sorti une chemise, pas un livre, et est revenu au bureau. Mais ce que vous m'avez apporté suffit déjà pour une demande d'accès aux documents sociaux. En tant qu'associé, vous avez légalement le droit de voir les bilans, les contrats, les procès-verbaux. Il est obligé de les présenter. Il va essayer de bloquer. Il va essayer. Antoine a ouvert la chemise, a sorti une feuille blanche et a commencé à écrire. Et il va perdre, parce que la loi est claire. La question, c'est ce qu'on va trouver quand les documents arriveront. Lucie est restée à le regarder écrire, sa main qui bougeait vite, sûre, sans hésiter. « Pourquoi vous acceptez mon dossier ?» a-t-elle demandé soudainement. Il s'est arrêté, a levé les yeux. « Pourquoi je ne l'accepterai pas ?» Fabien a notifié des cabinets. Ceux qui m'aideraient seraient inclus dans une plainte. Antoine a posé son stylo sur le bureau calmement. J'ai reçu cette notification. Elle a senti son estomac se serrer. Je l'ai gardée dans un tiroir pendant 2 jours. Il s'est remis à écrire. Ensuite, je l'ai jetée. Intimidation procédurale sans fondement. S'il voulait vraiment aller là-dedans, il s'exposerait lui-même plus que moi. Il a marqué une pause. Mais je suis content que vous m'ayez appelé avant que je n'aie besoin de vous contacter. Vous alliez me contacter? Quand Priscille m'a raconté ce qui vous arrivait, j'y ai pensé. Il a dit ça en passant, comme si c'était évident. Lucie est restée figée. Vous connaissez Priscille? C'est ma cousine. Il a relevé un coin de la bouche. Le monde est petit. La première révélation est arrivée 4 jours plus tard. Antoine avait déposé la demande d'accès aux documents sociaux.
Fabien a essayé de bloquer par l'intermédiaire de son avocat, prétextant que Lucie avait informellement renoncé à sa participation sociale. Antoine a répondu avec le contrat original et un avis de 3 pages. Le juge a ordonné la remise des documents sous 48 heures. Les documents sont arrivés un mercredi après-midi. Antoine a appelé Lucie à 18 heures. « Vous pouvez venir maintenant ?» Elle y est allée. Il avait les bilans ouverts sur le bureau, certains marqués avec des post-it jaunes. Il s'est levé quand elle est entrée, ce qu'il ne faisait jamais. « Asseyez-vous. » Il a poussé les papiers vers elle. « Regardez ce chiffre ici. » C'était la valeur de l'entreprise. Évaluation du dernier bilan audité. Lucie est restée à regarder le chiffre sans pouvoir parler pendant environ 5 secondes. « C'est beau, c'est énorme. » Antoine a hoché la tête. « Et regardez ici. » Il a pointé une autre page. Ces 8 derniers mois, il a fait 3 transferts d'actifs vers une nouvelle holding, créée après que vous ayez commencé la procédure de séparation. Il a tourné la feuille. Voilà le numéro SIRET de la holding. L'associé unique, c'est Tatiana. Le nom est tombé dans le silence de la pièce comme une pierre dans l'eau. Lucie n'a rien dit pendant un long moment. « Il cache du patrimoine », a-t-elle dit doucement. Il essaye. Antoine a fermé la chemise. Ça s'appelle une fraude à l'exécution. C'est un délit. Et plus que ça annule tout accord de divorce que vous auriez pu signer, parce qu'il a été fait avec dissimulation de patrimoine. Elle est restée à regarder la chemise fermée, ses propres mains sur le bureau. Il a cru que j'allais signer sans comprendre ce que je perdais. Il a parié là-dessus. Antoine a parlé sans adoucir, et ça a failli marcher. Ah, elle a levé les yeux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il s'est adossé à sa chaise. On a besoin d'une chose de plus. Les bilans prouvent le mouvement, mais un juge voudra savoir ce qu'il y avait dans la holding avant le transfert. J'ai besoin de quelqu'un de l'intérieur qui confirme la valeur réelle des actifs. Quelqu'un de l'intérieur de l'entreprise, ou parmi les associés. Il a joint les doigts. Gilles et Serge, ils savent ce que vaut l'entreprise. Et s'ils ne sont pas au courant des transferts, ils ont aussi beaucoup à y perdre. Lucie est restée silencieuse un instant. Elle réfléchissait. Gilles est sérieux. Ce n'est pas le genre à couvrir une irrégularité, a-t-elle dit lentement. S'il sait ce que Fabien fait avec les actifs, il ne restera pas silencieux. Il a une famille, une réputation. Alors c'est lui. Antoine a pris le bloc-notes. Vous pouvez le joindre sans passer par Fabien? Peut-être. Elle a réfléchi. On s'est croisés plusieurs fois lors d'événements. Il a toujours été poli avec moi. Il ne m'a jamais traité comme une invisible. Ça suffit? Non. Mais j'ai son email professionnel d'une ancienne liste d'invités. Elle avait déjà son téléphone à la main. Je peux essayer de le contacter directement. Antoine a hoché lentement la tête, avec cette expression de quelqu'un qui monte un puzzle et qui vient d'emboîter une pièce difficile. Ne mentionnez pas le divorce, ne mentionnez pas Fabien. Dites que vous êtes consultante indépendante et que vous avez des informations sur des irrégularités sociales qui affectent ses intérêts directement. Et s'il le dit à Fabien, alors on saura qu'il couvre. Antoine a fermé le bloc-notes. Mais je ne pense pas que ça arrivera. Un homme qui a construit ce qu'il a construit ne prend pas de risque par loyauté envers quelqu'un qui lui nuit. Elle a envoyé l'email ce soir-là, court, direct, sans en révéler plus que nécessaire. La réponse de Gilles est arrivée le lendemain matin, avant 8 heures. Une seule ligne. Quand peut-on se rencontrer? Antoine a lu le message par-dessus son épaule et est resté silencieux pendant environ 3 secondes. C'est maintenant ou jamais, Lucie, a-t-il dit doucement. Si on agit avant qu'il ne réalise ce qui se passe, c'est gagné. S'il se méfie trop tôt, il fera disparaître ce qu'il peut encore faire disparaître. Elle a regardé l'écran du téléphone, le nom de Gilles. Cette courte ligne qui signifiait que quelqu'un de l'intérieur était prêt à écouter.
Alors on agit. Elle a répondu à l'email sur le champ. Demain. La rencontre avec Gilles a duré 2 heures, dans un café discret du 16e arrondissement, sans avocat, sans enregistrement, juste une conversation. Lucie est arrivée 10 minutes en avance. Elle a commandé un café, ne l'a pas bu. Elle est restée avec la chemise sur ses genoux, les mains dessus, en attendant. Gilles est entré à l'heure, en costume sombre, l'expression fermée. Il s'est assis, sans longue salutation, sans détour. « Qu'est-ce que vous avez ?» Elle a ouvert la chemise, a posé les documents sur la table dans le bon ordre. Bilan, transfert, numéro SIRET de la holding, date. Tout ce qu'Antoine avait marqué avec des post-it jaunes, elle savait l'expliquer. Gilles n'a pas interrompu. Il a lu chaque page avec cette attention de quelqu'un qui a construit une entreprise à partir de zéro et sait exactement ce qu'il regarde. Quand il est arrivé à la feuille de la holding, il est resté figé pendant près d'1 minute. Il a enregistré au nom de Tatiana. Ce n'était pas une question. Oui. Et il a transféré combien? Elle a pointé le chiffre. Il a fermé les yeux 2 secondes, juste 2, mais elle a vu sa mâchoire se crisper. Ça affecte directement ma participation. La voix était basse, contrôlée, mais il y avait quelque chose en dessous qui n'était plus si froid. Ça affecte la vôtre et celle de Serge, a dit Lucie. Antoine peut détailler l'impact juridique, mais en résumé, les actifs qui sont sortis de l'entreprise réduisent la valeur de vos parts sans autorisation des associés. Il a fait ça seul, sans procès verbal, sans vote. Gilles a fermé la chemise lentement. Il est resté à la regarder. Pourquoi vous me racontez ça maintenant? Parce que j'ai besoin de vous comme témoin. Elle n'a pas détourné le regard. Et parce que vous avez autant à perdre que moi, sauf que vous ne le savez pas encore. Il est resté silencieux un moment. Puis, il a appelé le serveur et a commandé un café. Signe qu'il allait rester plus longtemps. Pendant les 3 jours qui ont suivi, Antoine a travaillé sans s'arrêter. Il a monté un dossier complet, chaque transfert documenté, chaque irrégularité datée, chaque clause sociale violée. Il a organisé le tout par ordre chronologique, du premier mouvement suspect au plus récent, dans un langage assez clair pour que n'importe qui comprenne sans avoir de formation juridique. Gilles a confirmé qu'il participerait et a amené Serge avec lui. Les deux avaient discuté seuls, sans Lucie, sans Antoine. Quand Serge a appelé le cabinet, il a été direct. « Je participe, mais il faut un environnement neutre, sans exposition inutile. Pas de commissariat, pas de presse. » Antoine a proposé le dîner social qui était déjà prévu depuis des semaines. Un événement privé, dans un restaurant connu, avec les principaux partenaires de l'entreprise présents. Fabien avait confirmé sa présence 10 jours plus tôt. C'était le cadre parfait. Son territoire connu, là où il se sentait en contrôle. Lucie serait présentée par Gilles et Serge comme consultante externe engagée par les associés pour un audit indépendant. Rien de plus. Fabien ne saurait pas qui elle était pour eux avant de s'asseoir à table. Ils ont répété 2 fois. Antoine a conseillé Lucie sur quoi présenter d'abord, comment répondre si Fabien essayait de la discréditer, quel document garder pour la 2e phase. Elle a tout noté, relu chez elle. Peu dormi, mais elle a dormi. La veille du dîner, le téléphone d'Antoine a sonné à 20 heures. C'était Serge. Antoine a décroché, a écouté pendant 2 minutes sans parler, et quand il a raccroché, il est resté immobile à regarder le bureau. Lucie était dans la pièce avec lui. Elle a vu son expression et a senti son estomac se serrer. Qu'est-ce qu'il y a? Fabien a changé le restaurant du dîner. Antoine a parlé lentement. Il a appelé Gilles cet après-midi pour dire qu'il voulait un cadre plus privé. Il a proposé une salle privée dans un autre hôtel. Il s'est méfié. Pas forcément, ça peut être une coïncidence. Mais son ton n'avait pas l'air convaincu. Le problème, c'est que le restaurant d'origine était confirmé avec les autres partenaires. Si on change le lieu à la dernière minute, certains pourraient ne pas venir. Elle est restée figée 1 seconde, puis elle a pris son téléphone
et a appelé Gilles. « Gilles, vous acceptez le changement ?» Je ne lui ai pas encore répondu. La voix de l'homme était prudente. « J'attends que vous décidiez. N'acceptez pas. » Elle a parlé avec fermeté. « Envoyez-lui un message maintenant pour dire que le lieu a déjà été confirmé avec tous les partenaires et que changer causerait des problèmes d'agenda. Le dîner reste comme prévu. » Une courte pause. « Et s'il insiste ?»« Il n'insistera pas, » a-t-elle dit. Il ne peut pas se montrer difficile avec ses propres associés. L'image est tout pour lui. Gilles est resté silencieux 3 secondes. D'accord. Le message a été envoyé. Fabien a répondu 20 minutes plus tard par un OK et un emoji pouce levé. Antoine a expiré lentement. Lucie a posé son téléphone sur le bureau et est restée à regarder la chemise avec les documents. « Tout est prêt », a-t-il dit. Elle a pris le blazer gris qu'elle avait laissé sur la chaise, celui qu'elle porterait au dîner. Elle a passé la main sur le tissu une fois. Alors on y va. Fabien est arrivé avec 21 minutes d'avance. Ce n'était pas le genre à arriver tôt, mais quand il voulait marquer son territoire, il arrivait avant les autres pour déjà être installé quand les autres entraient. Il a salué le maître d'hôtel par son nom, a choisi la place au bout de la table sans demander, a commandé le vin avant que tout le monde ne soit assis. Tatiana était à côté de lui, robe noire, cheveux lâchés, essayant d'avoir l'air à l'aise dans un environnement qui clairement n'était pas le sien. Elle regardait son téléphone quand elle pensait que personne ne la voyait. Fabien était au sommet. Ça se voyait à la façon dont il se déplaçait dans la salle, serrant des mains, faisant ce large sourire d'homme qui croit que le monde a été construit pour tourner autour de lui. 2 des petits partenaires étaient déjà là, et il a dominé la conversation dès la première minute. Il a parlé de nouveaux contrats, d'expansion, d'un accord international quasiment conclu. Les mots sortaient grands, ronds, pleins de certitude. Gilles est entré 15 minutes plus tard avec Serge. Ils ont salué Fabien avec la froideur polie habituelle. Rien de différent en surface. Fabien n'a rien remarqué. Lucie était déjà assise quand il est arrivé. Gilles l'avait présentée avant aux autres partenaires comme Lucie Marchetti, consultante indépendante engagée par les associés pour un travail d'audit stratégique. Personne ne savait qui elle était pour Fabien. Pour eux, c'était juste une professionnelle de plus à la table. Quand Fabien l'a vue, il s'est figé une demi-seconde. Juste une demi-seconde. Puis il a retrouvé son sourire et est allé vers le bout de la table d'un pas ferme, comme quelqu'un qui vient de décider que ça ne posait pas problème. Lucie. Il a dit son nom tout bas en passant près d'elle. Quelle surprise. Elle n'a pas répondu. Elle a juste ouvert le menu. Il s'est installé au bout de la table, a commandé plus de vin, a repris le sujet qu'il avait laissé en suspens. Il parlait avec le partenaire à sa droite, de marge bénéficiaire, de positionnement sur le marché, de comment l'entreprise traversait un moment unique. Sa voix était assez forte pour que toute la table l'entende. C'était le but. À aucun moment il n'a regardé le centre de la table où la chemise de Lucie était fermée. Cette année a été la meilleure de l'histoire de l'entreprise, a-t-il dit, s'adossant à sa chaise avec son verre à la main. On a beaucoup à célébrer. Gilles a regardé Lucie. Elle a ouvert la chemise. Avant de commencer le dîner, a dit Gilles, avec cette voix de réunion de conseil d'administration, calme et définitive, Lucie a une brève présentation qui est pertinente pour tout le monde ici. Fabien a tourné la tête lentement. Quelle présentation? Personne ne lui a répondu. Lucie s'est levée. Elle a distribué une feuille à chaque personne à table, sans se presser, en commençant par les petits partenaires et en finissant par Fabien. Il a regardé la feuille sans la prendre. Voici les bilans audités de l'entreprise des 2 dernières années. Sa voix était ferme, sans affectation, sans colère, professionnelle. Et voici 3 transferts d'actifs réalisés ces 8 derniers mois vers une holding externe, sans autorisation consignée au procès-verbal, sans vote social. Le silence qui est tombé sur la table était un de ceux qui pèsent lourd. Fabien a posé son verre sur la table.
C'est un dîner, pas un audit. Qui a autorisé ça? Nous avons autorisé, a dit Serge sans lever les yeux du document. Ces transferts, a continué Lucie, représentent un montant équivalent à 18% des capitaux propres de l'entreprise. Ils ont été faits unilatéralement et la destination est une holding enregistrée il y a 7 mois au nom d'une tierce personne sans aucun lien social avec l'entreprise. Un des petits partenaires s'est penché en avant. Quel est le nom de la holding? HLM Participations. Elle a tourné la feuille. Associé unique, Tatiana Girard. Le nom est tombé sur la table comme un couteau. Tatiana a levé les yeux de son téléphone. Fabien a frappé la table à plat de la main. C'est un coup monté. Ces documents ont été falsifiés. Ce sont les mêmes documents remis par votre avocat sur ordonnance du tribunal. Antoine a parlé depuis l'entrée de la salle. Personne n'avait remarqué qu'il était là. Il a marché jusqu'à la table et a posé une deuxième chemise dessus. Voici la copie avec le cachet du notaire et le numéro de procédure. Vous pouvez vérifier le dossier en ligne maintenant si vous voulez. Fabien a regardé l'avocat. La chemise. Lucie. Vous avez tout planifié. La voix est sortie différente, plus aiguë, sans son poids d'avant. Elle n'a pas répondu. Elle est restée debout, les mains sur la table, le regardant avec cette expression de quelqu'un qui n'a plus rien à prouver. Gilles. Fabien s'est tourné vers l'associé. Vous croyez ça? Vous la connaissez? C'est ma femme. Elle essaie de me détruire dans le divorce. Gilles l'a regardé un long moment. Fabien. J'ai regardé les chiffres. Ce sont nos chiffres. Le silence a duré environ 4 secondes, puis un murmure a commencé. Bas au début, ce genre de conversation que les gens ont sans vraiment ouvrir la bouche, juste en échangeant des regards, en inclinant la tête, en passant la feuille à leurs voisins. Un des petits partenaires a pris son téléphone et a commencé à photographier les documents sans demander la permission. L'autre s'est levé lentement et est allé vers Antoine, a demandé la deuxième chemise d'un signe de tête. Tatiana était immobile sur sa chaise avec une expression que Lucie a reconnue. C'était l'expression de quelqu'un qui réalise, en une seconde précise, qu'elle ne savait pas dans quoi elle s'était embarquée. « Tu étais au courant ?» Elle a regardé Fabien à voix basse. « Tu as mis mon nom sur une holding sans me le dire ?» Il n'a pas répondu. « Fabien. » Sa voix a monté un peu. « Mon nom est sur ce papier ?»« Arrête !» a-t-il dit entre ses dents. Un des serveurs qui se tenait près du buffet a reculé d'un pas. Un autre est sorti discrètement de la salle. Le maître d'hôtel est apparu à l'entrée, a lu l'ambiance et s'est arrêté sans avancer. Serge s'est levé. Il n'a pas fait de discours. Il a juste ouvert son ordinateur, s'est connecté au Wi-Fi du restaurant et a tapé le numéro de dossier qu'Antoine avait mentionné. Il est resté à regarder l'écran pendant une vingtaine de secondes. Puis, il a fermé l'ordinateur calmement et a regardé Fabien. Ça correspond. C'est tout ce qu'il a dit. Le petit partenaire de droite a poussé sa chaise en arrière et a croisé les bras. Il n'a rien dit, mais le geste disait tout. Il était sorti. Mentalement, il avait déjà quitté cette table. Gilles a enlevé ses lunettes, a nettoyé les verres avec sa serviette, les a remises. C'était un geste qu'il faisait quand il était en train de traiter quelque chose de difficile. Lucie avait appris à le reconnaître pendant les quelques mois où elle l'avait côtoyé lors d'événements. Fabien. La voix de Gilles avait cette qualité de chose définitive, de porte qui se ferme. Vous allez avoir besoin d'un très bon avocat. Fabien s'est levé de sa chaise. Vous écoutez sa version lors d'un dîner d'affaires. C'est ridicule. C'est un divorce conflictuel. Elle vous utilise comme des pions. Les documents ne viennent pas d'elle. Antoine a parlé du coin. Ils viennent de vous, remis par votre propre avocat. Le petit partenaire qui avait photographié les documents était déjà dans le coin de la salle, le téléphone à l'oreille. Il parlait doucement, dos à la table. Tatiana s'est levée. Elle a pris son sac. Elle a regardé Fabien une fois sans rien dire et s'est dirigée vers la sortie. Il n'a même pas essayé de la retenir. Fabien est resté debout au centre de la salle avec tout le monde assis autour de lui.
C'était une inversion étrange. Lui qui contrôlait toujours l'environnement, qui choisissait la place, qui arrivait avant, était maintenant debout, sans savoir quoi faire de ses mains. Ça va pas rester comme ça. La voix avait perdu son volume, mais elle essayait encore d'avoir du poids. J'ai construit cette entreprise, j'ai mis de l'argent, j'ai mis du temps, j'ai mis tout ce que j'avais. Personne ne dit le contraire, a dit Gilles froidement. On parle de ce que vous avez fait sans autorisation avec le patrimoine de nous tous. J'allais le remettre. C'était temporaire. Temporaire. Serge a répété le mot sans inflexion, comme s'il testait son goût. Il n'a rien ajouté. Fabien s'est tourné vers Lucie, et là, le contrôle s'est complètement brisé. Tu as fait ça pour me détruire. 6 ans que j'ai tout porté, que j'ai tenu tout, et tu profites d'un moment de difficulté pour m'enterrer devant mes associés. La voix a monté. Tu n'existais pas avant moi. Tu n'avais rien. La salle s'est complètement figée. Lucie n'a pas reculé. Elle n'a pas élevé la voix. Elle est restée exactement où elle était, les mains sur la table, et elle l'a regardé avec un calme qui était clairement ce qui le déstabilisait le plus. J'ai signé ce contrat social. Elle a parlé lentement pour que toute la table entende. J'ai renoncé à ma carrière. Je suis apparu à chaque événement, chaque dîner, chaque occasion où vous aviez besoin d'une femme à vos côtés. Et pendant ce temps-là, vous vidiez le patrimoine que j'ai aidé à construire et vous le transfériez à quelqu'un d'autre. Elle a marqué une pause. Je n'ai pas fait ça pour vous détruire, Fabien. Je l'ai fait parce que c'était mon droit. Gilles s'est levé. Il a ajusté sa veste. J'appelle notre service juridique tout de suite, a-t-il dit à Serge, ignorant complètement Fabien. Demain matin, on a besoin d'une réunion d'urgence pour la dissolution de sa participation. Je suis d'accord. Serge était déjà en train de rassembler les documents. Vous ne pouvez pas faire ça. Fabien a frappé la table du plat de la main. J'ai un contrat. J'ai une clause de protection. Oh, qui a été rompue quand vous avez transféré du patrimoine social sans autorisation. Antoine s'est approché de la table d'un pas tranquille. Article 18 des statuts, paragraphe 3. Voulez-vous que je le lise à voix haute? Fabien a ouvert la bouche. Il l'a refermée. Le petit partenaire est revenu du coin de la salle avec son téléphone à la main. Mon avocat a déjà été notifié. J'aurai besoin d'une copie de tout ça. Fabien a regardé autour de lui. Gilles déjà au téléphone. Serge qui ne le regardait plus. Les partenaires qui s'étaient éloignés de la table comme s'il avait une maladie contagieuse. Antoine qui attendait avec la chemise à la main. Et Lucie qui était assise, calme, sans célébrer quoi que ce soit. Il a pris sa veste sur la chaise. Il a essayé de sortir d'un pas ferme et a failli trébucher sur la chaise que Tatiana avait laissée de travers. Il l'a redressée d'un geste petit et involontaire qui a semblé plus pathétique que tout ce qui s'était passé avant. Il est passé par la porte sans regarder en arrière. Le maître d'hôtel s'est approché de la table discrètement. « Messieurs, dames, désirez-vous que l'on serve le dîner maintenant ?» Gilles a regardé Lucie. Elle a hoché une fois la tête. « Vous pouvez servir », a-t-il dit, et la salle a recommencé à respirer. Lucie est sortie du restaurant à 23h20. Elle n'a pas couru, elle n'a pas pleuré. Elle a pris son sac, a remercié Gilles d'une poignée de main ferme, a fait un signe à Serge et a marché vers la sortie du même pas qu'à l'entrée. Antoine l'attendait sur le trottoir, dehors, les mains dans les poches. Ils sont restés immobiles, l'un à côté de l'autre, un moment, regardant le mouvement de la rue. Un taxi est passé. Une femme est entrée dans le restaurant à côté avec un bouquet de fleurs. La ville continuait, indifférente, sans savoir ce qui s'était passé entre ces 4 murs. « C'est fini ?» a-t-elle demandé. « La partie la plus difficile est finie », il a répondu. « Il reste la procédure, le divorce à finaliser, le partage à homologuer, mais la partie est retournée. » Elle a hoché lentement la tête. Elle n'a ressenti aucune euphorie.
Aucune de ces explosions de soulagement que les gens décrivent dans les films. Elle a ressenti juste une fatigue profonde, honnête, du genre qui vient quand le corps croit enfin qu'il peut arrêter d'être en alerte. « Merci, Antoine. » Elle l'a regardé. Vraiment. Il a fait un geste de la main, discret, de quelqu'un qui n'a pas besoin de remerciements pour savoir le poids de ce qu'il a fait. « Rentre chez toi. Dors. » Elle y est allée. 3 semaines plus tard, Fabien a été officiellement écarté de la gestion de l'entreprise par les associés eux-mêmes. La procédure pour fraude patrimoniale a été ouverte par le cabinet de Gilles avant même la fin de cette semaine-là. La holding au nom de Tatiana a été gelée par ordonnance du tribunal pendant que l'enquête suivait son cours. Elle a engagé son propre avocat 2 jours plus tard et a coupé tout contact avec lui. Lucie a appris tout ça par Antoine. Lors de réunions rapides et objectives, elle n'a pas ressenti de satisfaction douloureuse, ce plaisir amer de voir quelqu'un tomber. Elle a juste pris note, comme quelqu'un qui ferme un onglet resté ouvert trop longtemps. Le divorce a été homologué 6 semaines plus tard. Le partage a inclus sa participation sociale, désormais correctement évaluée. L'accord était très différent de l'enveloppe que Fabien avait jetée sur son bureau dans ce bureau d'événementiel. Très différent. Un samedi matin, 2 mois après le dîner, Lucie a signé un contrat. Ce n'était pas un contrat de travail, c'était un contrat de prestation de service en tant que consultante indépendante, conclu directement avec Gilles et Serge pour un audit stratégique de 6 mois dans l'entreprise. Rémunération juste, périmètre clair, respect du premier au dernier paragraphe. Elle a signé avec le même stylo qu'elle avait utilisé pour entourer le nom d'Antoine sur le bloc-notes, cette nuit-là dans l'appartement sombre. Ensuite, elle est allée dans la chambre, a ouvert le placard et a sorti le chemisier rouge. Elle l'a mis. Elle est restée 1 seconde devant le miroir. Pas pour s'examiner, pas pour se convaincre de quoi que ce soit, juste pour voir. Puis elle a pris son sac et elle est allée travailler. Le bureau qu'elle avait trouvé était petit, partagé, dans une de ces structures de coworking avec une table fixe et un casier fermé à clé. Il n'y avait rien avec son nom sur le mur, pas de trophée, pas de symbole extérieur de réussite. Juste une table, une chaise et un ordinateur ouvert. C'était suffisant. C'était à elle. C'est un après-midi de la même semaine qu'elle a vu Camille pour la première fois. Camille travaillait dans un bureau près du sien dans l'espace de coworking. Une 30aine d'années, toujours avec des écouteurs sur les oreilles, toujours l'expression de quelqu'un qui résout 4 problèmes à la fois. Mais cet après-midi-là, elle était immobile près de la machine à café avec son téléphone à la main et une expression que Lucie a reconnue de loin. Ce n'était pas la fatigue du travail, c'était cette autre fatigue, celle de porter quelque chose de lourd que personne autour ne voit. Lucie a pris son café, s'est arrêtée à côté d'elle 1 seconde. « Ça va ?» Camille a levé les yeux, légèrement surprise que quelqu'un ait demandé. « Ça va. » Pause. « Plus ou moins. » Lucie n'a pas insisté. Elle est juste restée là un moment, sans se presser, sans avoir besoin de combler le silence. Camille a regardé l'écran de son téléphone. « Mon associé essaie de me sortir de l'entreprise que j'ai aidé à fonder. Il dit que je n'ai droit à rien parce qu'il a apporté plus de capital au départ. » Lucie a tenu sa tasse à 2 mains. « Vous avez un contrat de constitution ? » ?»« Oui. » »« Votre nom figure dans la clause de participation ? » ?»« Oui. » Elle a regardé Camille avec un calme qui ne vient que de quelqu'un qui a été exactement à cette place et qui en est sorti par ses propres moyens. « Alors vous avez des droits, » a-t-elle dit simplement, sans drame, sans discours. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. Camille est restée à la regarder 1 seconde. Vous parlez avec tellement de certitude. Parce que je sais ce qui arrive quand on croit qu'on n'en a pas. Elle n'a pas expliqué plus que ça. Elle a pris son café et est retournée à son bureau. Mais quand elle s'est assise et a ouvert son ordinateur, elle est restée un moment immobile avant de commencer à taper. Ne pensant pas à Fabien,
ne pensant pas au dîner, à l'humiliation, à l'enveloppe jetée sur le bureau, pensant à comme le chemin que la vie choisit pour nous rendre ce qui a toujours été à nous est étrange et nécessaire. Cette histoire nous enseigne quelque chose que j'ai mis du temps à vraiment comprendre. Il y a une énorme différence entre être effacé et disparaître. Lucie a été effacée pendant des années, par le silence, par la manipulation, par un homme qui a parié qu'elle ne retrouverait jamais son propre chemin. J'ai vu dans cette histoire une femme qui n'a pas réagi par la colère, n'a pas agi par vengeance. Elle a agi avec méthode, avec patience, avec la clarté de quelqu'un qui sait que la seule réponse qui dure est celle qu'on construit de ses propres mains. Ça me donne des frissons. Parce que je crois que la version la plus forte de n'importe quelle personne ne naît pas dans les moments faciles. Elle naît exactement là, dans le silence de l'appartement sombre, quand tout le monde est parti et qu'il ne reste qu'à décider qui on va être. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si vous avez ressenti ce mélange de colère, d'encouragement et de soulagement que seule une histoire vraie provoque, laissez un like maintenant. Ça ne coûte rien, mais pour moi ça signifie qu'on est sur la bonne voie. Dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez. Sérieusement, je les lis tous et je prends le temps de répondre avec gentillesse à ceux qui prennent un moment pour commenter. J'adore savoir d'où vient chaque personne qui suit cette chaîne, et si vous croyez au pouvoir de ce genre d'histoire, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. Cette chaîne n'en est qu'à ses débuts, et chaque nouvel abonné est ce qui me donne l'énergie et la certitude de continuer cette aventure. Je compte beaucoup sur votre aide. Ne partez pas encore. Choisissez une des 2 histoires que j'ai laissées à l'écran pour regarder ensuite. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.